95, pour moi, c'est une des victoires les plus surcotées de l'histoire des 24 heures du Mans. Et ce que j'ai noté aussi, c'est que les GT, en fait, ont carrément disparu des 24 heures du Mans pendant quelques années. En GT World, tu as 11 voitures différentes, on va Ouais. dire, mais t'as que 10 constructeurs. En fait, t'as des J'aime bien le écuries que cette année. 10. Bah non, mais ouais, c'est vrai. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer toutes les semaines en compagnie de mon acolyte et rédacteur en chef d'Endurance Mag, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. On aime bien ce type d'intro justement, c'est déjà le 16e numéro. 16e numéro, t'imagines, ça passe vite, hein. Un épisode historique, à teneur historique. On va parler des GT, des grands tourismes dans les courses d'endurance comme les 24 heures du Mans. C'est justement sur cette épreuve qu'on va s'intéresser plus précisément à cette catégorie. Les 24 heures du Mans qui auront lieu donc dans, allez, si je calcule bien, environ 3 semaines, plus ou moins 3 semaines. D'ailleurs, on fera un petit épisode pour décortiquer la liste des engagés du Mans 2024. On va peut-être même se risquer à des pronostics. Ça, évidemment, on va Évidemment, prendre bah des oui, oui. risques. Ah bah oui, quand même, sinon ça ne va pas du tout. Et on est dans l'Endurance Club pour ça, justement, pour prendre des risques. Mais on est aussi là pour vous donner des chiffres, des infos insolites ou historiques comme aujourd'hui, vous permettre de découvrir encore mieux le monde de l'endurance qui, comme je le dis à chaque fois, nous fait vibrer. Et j'ai déjà hâte d'être en juin, le 16 juin. Non, j'ai hâte d'être en juin avant, parce que le 16 juin, ça sera déjà terminé la 92e édition des 24 heures. En tout cas, on va revenir sur cet esprit Le Mans, les origines des 24 heures. Pour moi, en tout cas, Geoffroy, c'est pour ça que j'ai tenu avec toi à faire cet épisode. Bah, c'est que les GT, c'est un peu l'esprit Le Mans, c'est un peu l'origine du Mans. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, quand on te parle de GT? Oula, ça, plein de T'as trucs. vu? Ouais. Écoute, non mais oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ça fait partie de l'esprit du Mans. En fait, pour moi, il faut pas oublier qu'à l'origine, le Mans a quand même été pensé comme une épreuve pour mettre à l'épreuve justement les voitures de route et contribuer à l'évolution technologique. Donc, il y a toujours eu un lien avec les voitures de série et les voitures qu'on est amené à conduire tous les jours et non pas à piloter. Donc, il y a ce lien voiture de route. Et puis après, le terme GT, donc Grand Tourisme, qui dans ma tête, moi, évoque un peu plus le côté comment on peut le définir. Chacun a sa définition du GT, mais pour moi, il y a un peu cette définition, cette rencontre entre le sport et le confort et le luxe. Tu vois un peu Oui. le GT, tout de suite, ça évoque certaines voitures un peu italiennes. Tu vois, il y a ce côté Dolce Vita et en même temps puissance et sportivité. Ça, c'est quand même un truc qui, bah, bon, était déjà dans les gènes des 24 heures du Mans depuis le début, mais je trouve c'est un peu plus développé sur la période après-guerre, où là, on a vu, et ça tu vas peut-être en parler, parce que je pense que tu connais ce sujet mieux que moi, on a vu émerger un peu les deux approches, c'est-à-dire les purs prototypes taillés pour les Hunaudières, pour moi la 917 en est l'exemple pur, et puis de l'autre côté, une vision plus justement GT, de voitures qui dérivent de la route, et qui sont aussi très rapides, mais qui conservent ce vrai lien avec, la voiture de tous les jours, et qui permettent directement aussi de générer des ventes. Tu sais, c'est le fameux, si tu gagnes le dimanche, tu peux vendre des voitures le lundi, Ah bah tu ça, crées un c'était fort, vrai hein. lien avec les... Voilà, tu crées, bah voilà, Ford avec la Ford GT, les GT 40, qui étaient plus des prototypes que des GT à mon goût techniquement, mais qui, voilà, jouaient sur cet ADN Grand Tourisme. Toi, ça t'évoque quoi le terme D'ailleurs, GT? mais non, mais moi je te rejoins là-dessus, mais si tu veux, en se plongeant en fait pour préparer cet épisode, quand même, on prépare ici dans l'Endurance Club, je me suis dit, je vais regarder les résultats et normalement il doit y avoir des victoires GT au général, quand même dans les années 50, dans les années 60, avec notamment les Ford GT, parce que moi c'est ça, quand tu me parles de GT, moi je pense effectivement à Ferrari et à Ford. Honnêtement, dans l'esprit des gens, c'est ça, il y a Le Mans 66, le film évidemment qui aide aussi, mais je pense moins aux Alpines A110, si tu veux, qui ont pourtant participé. Je pense moins au Simca 8, je pense moins à ces Bien sûr. voitures-là qui étaient présentes avec l'indice de performance à l'époque. Et c'était aussi finalement, bah, ça va dans ce que tu dis, hein, le laboratoire à ciel ouvert, c'est ça, hein, Le Mans, ce sont les innovations. Et donc je me suis dit, il doit y avoir pas mal de victoires GT. Bah, pas du tout en fait, parce que les voitures qui ont gagné le général étaient plutôt dans la catégorie sport. Alors je parle pas de l'avant-guerre où là on était plutôt
plutôt dans la catégorisation par cylindrée, on y reviendra. Mais pour moi, ouais, les GT, c'est ça, c'est les années 50-60 en fait, où je me dis, bah, ce sont des voitures de route qui ont été un peu préparées pour aller se distinguer. Et c'est pas étonnant, tu parles de la 917, bah, moi je crois que c'est vraiment le moment clé en fait où dans ma tête et je pense dans l'esprit des gens aussi, il y a eu cette arrivée en fait et cet avènement des protos. 70, victoire Porsche 917K, et ensuite on est parti sur une épreuve plutôt proto, il y avait quand même encore des GT, et ce que j'ai noté aussi, c'est que les GT en fait ont carrément disparu des 24 heures du Mans pendant quelques années, avant de revenir et de gagner au général. Enfin, on va y revenir, on va essayer d'être complet, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu surpris et choqué, parce que j'avais toujours dans l'esprit qu'il y a eu des GT depuis Non, ouais. 1923 en fait. Et c'est pas le Non, cas. bah alors, moi, alors, putain, j'ai pas révisé mes petites notes, mais de tête comme ça, je sais que les GT n'étaient pas au Mans en 92, ça c'est sûr, et peut-être même pendant pas mal d'années avant. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est revenu en 93, Et parce bah que exact. notamment, il y avait l'arrivée des Venturi. Enfin, en fait, Stéphane Rattel a contribué grandement avec Venturi, qui est une marque française qui fabriquait ses voitures à Couëron, là où j'habitais avant. Donc, tu vois, ça fait un petit clin d'œil à la Loire-Atlantique. Et c'est Avec en ses moteurs 93 PRV. que... Ouais, c'est en 93 que les GT sont revenus au Mans. À l'époque, c'était la catégorie C4, je crois, de mémoire. Alors, il est fort, parce que moi j'ai Ah, t'as révisé, vu? toi t'as pas révisé. Alors, pas de Ouais, ouais. GT, entre 87 et 91, c'était une course Voilà. 100% proto, avec les On était dans C1 et les les groupes C2. C. On était à fond dans l'ère groupe C et Sport Proto 3 litres 5. Voilà, donc les GT, entre guillemets, n'avaient pas besoin de garnir le plateau. Ce qui est dommage et ce qui a été une Bah bêtise à oui, l'époque, parce que non mais c'est ce après, du que coup, je on veux s'en est dire. mordu les doigts. Ouais, bien sûr. Pour moi, si tu veux, c'est l'esprit Le Mans, d'avoir du trafic, d'avoir Ah oui. même le groupe C face au GT. Dans ma tête, il n'y avait pas eu d'interruption. Et donc Si, de si. 87 à 91, pas de GT. Et en fait, les GT, et 92 donc non les plus, hein. C4, arrivent en 92 même. Ah L'année bon? où Le Mans a failli être T'es sûr de oui, ça? T'es sûr de très en toi? difficulté. Tout à fait. Ah bah oui, je révise, monsieur. 92-93, les C4 ont été Ok. présentes. Ok, je te Et crois. Et puis, il y ensuite, a... on est revenu après en LMGT1, LMGT2 déjà dès 94 sur l'appellation en tout cas. Donc ouais, c'est vraiment ce point ce tournant en fait début années 90 où Le Mans se cherchait de nouveau et on a fait de nouveau appel au GT. Mais pour moi, c'était normal en fait qu'il y ait des GT. C'est ce que je dis hein, aux 24 heures du Mans. Mais voilà, il y a eu deux pour moi vraiment moments clés. Allez, trois si on veut avec la Grande Guerre évidemment, et la Seconde Guerre mondiale. Mhm. Mais sinon, ouais, 70 avec Porsche 917K qui s'impose donc et qui fait vraiment aller dans une ère prototype. Et puis donc, bah, comme tu disais, début 90, 92, 93, où là les GT reviennent. Alors c'est ça. Alors tu vois, dans ma tête, c'était 93 que les GT revenaient. Je viens de regarder à l'instant. Bon, 92, c'est timide. Parce qu'on est quand même sur un des plateaux les plus nuls de toute l'histoire des 24 heures du Mans, hein, 92, clairement. 28 voitures, je crois. C'est pas une grande année. Les GT reviennent vraiment, on va dire, en 93. Parce que t'avais même une Ferrari qui s'est d'ailleurs plantée au warm-up, donc qui a pas pris le départ. Mais t'avais un peu plus de variété et t'avais les fameuses Venturi qui sont arrivées. Et après, du coup, comme tu dis, pour moi, l'ère du GT, elle est là. C'est les années 90, du GT moderne, on va dire. C'est les années 90. Je la fais très courte, mais Ouais, grâce les, au les, G- PPR les- notamment. voilà, exactement, grâce au PPR. Mais si je résume, pour vraiment être très synthétique, et si vous trouvez que je fais trop de raccourcis, n'hésitez pas à me laminer dans les commentaires si vous nous Non, écoutez d'ailleurs, parce qu'on met les vidéos sur YouTube, et, enfin l'audio sur YouTube, mais on est aussi sur les plateformes. N'hésitez pas, hein, moi je prends vos retours. Mais en gros, pour synthétiser, on a la période de montée en puissance des GT avec l'aboutissement qui est pour moi 98, la dernière vraie victoire d'une GT au Mans, on va dire, avec la 911 GT1. Après, t'as la Bentley en 2003, c'est une LMGTP, donc bon, si tu veux, on la catégorise dans les GT, mais bon, à peine. Et après, les GT ont été gentiment calmés pour remettre en avant les prototypes, d'abord les prototypes ouverts et après les prototypes fermés, mais les GT ont été un peu plus freinés quoi, et ça aboutit lentement au GT1, GT2, puis GTE Pro, GTE AM et aujourd'hui GT3. ouais, mais alors, justement, est-ce que les protos faisaient pas plus rêver les gens? Alors, moi, dans mon esprit, vraiment, le Mans, c'est les gentlemen. Je parle pas des gentlemen drivers, mais tu vois, c'était les Bentley Boys à l'époque, etc. Et donc, c'est plutôt cet esprit GT, cet esprit gentleman. Et on a vraiment voulu refaire une hiérarchie, ce qui est logique, évidemment, avec les protos au-dessus des GT. Ça, c'est quelque chose qui
fait rêver les gens. Moi, en tout cas, ça me fait rêver les protos. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses justement? Les GT, c'est quand même super important. Et sans GT, moi, je pense en tout cas qu'il n'y a pas des 24 heures du Mans, quoi. Moi, je t'avoue que j'ai une nostalgie pour la période où on ne savait pas si c'était une GT ou un proto qui allait gagner le Mans. Oui, Mes premiers souvenirs de 24 heures du Mans, moi étant ado, c'est le Mans 96-97, et c'est un très bon exemple où on pense que c'est une GT qui va gagner parce que t'as Porsche qui débarque avec des voitures officielles, t'as McLaren, enfin voilà, il y a vraiment une grosse débauche de moyens, et on est en plein cœur de l'ère du début du FIA GT. tout à Et au fait. final, c'est un prototype qui gagne. Et moi, je me souviens, quand tu regardais le programme, quand on parlait avec d'autres gens, tu sympathisais avec des spectateurs, personne ne savait si ça allait être une GT ou un proto qui allait gagner. Et en fait, chaque catégorie avait ses atouts et ses limites, tu vois. Faire un proto qui est taillé pour le Mans, c'est bien. Mais à l'époque, t'avais pas mal de risques sur des casses moteurs. Est-ce que ça a vraiment été bien fait, bien assemblé, la préparation de la voiture, l'équipage, machin. Et les GT, t'avais ce côté, certes, ça a l'air un peu plus lent sur le papier, mais il y a plus de fiabilité, c'est une voiture qui semble plus éprouvée. À l'époque, souvent, elles étaient fermées, contrairement aux protos qui étaient ouverts, donc s'il pleut, enfin tu vois, il y avait toute cette C'est vrai. dualité de choix techniques, un peu comme malheureusement on n'a pas eu après, si je me permets une petite digression, mais après on n'a pas trop eu, pas assez à mon sens, le match entre LMP 900 et LMP 675. Là, ça commence à Non. devenir pointu. Oui, Mais tu vois, c'était non non, c'était un peu comme les hypercars ou LMP1 et les LMP2 finalement, le 900 et euh, le non, mais 675. ouais, ou alors surtout maintenant, oui, alors oui, exactement, oui, t'as raison, mais sauf que les LMP 675 sur le papier ont gagné des courses en IMSA notamment. En fait, Hmm. tu pouvais avoir une voiture plus petite. Je pense au LMP2, je pense au RS Spider, qui était sur le papier une voiture moins puissante qu'une Audi R10, mais qui arrivait quand même à la tasser. Certes, sur des circuits urbains ou voilà, dans de certaines conditions, mais en tout cas, moi j'aimais bien ce choix. Et on l'a un petit peu aujourd'hui de manière. Allez, faut aller chercher dans la technique, mais c'est un peu entre LMH et LMDH, tu vois. Alors ça reste deux Ouais, hypercars, c'est deux vrai. types de prototypes et deux types d'hypercars, mais t'as aussi, pour l'instant, t'as quand même cette confirmation que le choix d'une LMH est plus efficace, en tout cas en WEC, qu'une LMDH, pour Ouais, l'instant. tout à fait. Non, non, mais je suis d'accord. On fera peut-être un épisode justement aussi sur l'évolution Aïe aïe des aïe. prototypes. On a des idées, nous. Mais c'est vrai que j'avais, c'est parlant avec toi, là, j'avais plus cette idée en tête qu'une GT pouvait se battre avec des protos dans Ah les bah années ouais. 90. Mais c'est vrai parce que 94, alors c'est une fausse GT, hein. C'est quand même une GT qui était homologuée pour la route, hein, la Dower Oui, oui. Porsche, qui gagne. 95, c'est vraiment la victoire d'une GT. On sait les conditions, etc. Mais quand même, toutefois, il a fallu gagner. Et cette McLaren a gagné justement avec notamment Yannick Dalmas au volant. 97, c'est pas passé loin avec la victoire de Just, mais face à la McLaren, certes avec un V12, mais de Jean-Marc Gounon, Pierre-Henri Raffanel et Anders Olofsson. Donc c'était une vraie période où on pouvait avoir des victoires. Et comme tu l'as dit, 98, la dernière victoire d'une GT, même si elle était Oui. fausse, cette GT, mais c'est une GT quand même. Alors, juste au passage, c'est mon avis personnel, mais 95, pour moi, c'est une des victoires les plus surcotées de l'histoire des 24 heures du Mans. Il y a toute une légende qui s'est créée autour de cette victoire. Euh, le Mans Ah oui, mais c'est la 95, seule ça se GT. passe. C'est la seule vraie GT qui a gagné Oui, quand oui. même. Ah ben non, mais ça j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'avais pas fait ce lien, mais j'adore la McLaren F1 GTR. Je trouve que c'est une caisse extraordinaire. Mais le Mans 95, tu sais, c'est un peu comme. Je vais pas me faire des amis aujourd'hui. Mais c'est un peu comme le Mans 91 où tu vois. Aujourd'hui, ça fait rêver, et moi le premier, hein, La quand Mazda, tu ouais. croises la Mazda avec son bruit, voilà, etc. Bon, le Mans 91, enfin, non, le Mans 91 ça va encore, mais le Mans 95, c'est pas forcément une édition géniale. Le rythme Bah, de la McLaren, il est pas fou, il pleut, c'est pas, voilà, c'est pas non, une non, c'est course sûr. Attends, mais ultra 91, tu spectaculaire, sais quoi. que c'est pareil. 91, en fait, Ah mais on bah oui. reviendra sur ces épreuves et sur ces histoires, justement. Je pense que vous aimez dans l'Endurance Club et nous aussi. C'était une course à la consommation, en fait. Jackie X, il avait compris ce qu'il fallait faire. C'était le directeur sportif de Mazda et il avait son plan de marche. Et lui n'est pas allé dans le choix de Mercedes Sauber d'aller être un lièvre, finalement. Lui, c'était plutôt la tortue, mais la tortue, elle a gagné à la fin. Ah ouais, non, mais mais après, c'est des éditions qui, tu vois, avec le temps, ont émergé, et puis pour plein d'autres raisons aussi. La Mazda, par exemple, c'est une voiture qui est devenue iconique grâce à Gran Turismo, grâce à... Bien sûr. Elle est très présente dans la culture populaire, donc c'est devenu une voiture mythique, mais l'édition en elle-même est pas forcément top. 95, c'est une édition qui est assez méconnue aussi. C'est marrant, mais il y a peu d'archives sur cette course, il y a peu d'articles historiques, tu vois. C'est plus facile d'aller creuser, de faire un article sur le Mans 98,
sur 99 que j'ai déjà creusé Bien sûr. dans plein d'histoires parce que c'est une édition mythique, mais c'est un peu moins. Voilà, faudrait qu'on aille vers cette direction. Ça se trouve, je vais réhabiliter le moins 95 dans mon esprit. Ça se trouve, je vais adorer cette course en la re-regardant, en m'y remettant dedans. Ah mais elle est géniale parce que justement j'allais te dire pour moi la vraie GT, la dernière vraie GT qui s'impose, Oui, c'est vrai. donc cette McLaren F1 GTR qui est GT évidemment, elle est quand même très aéro, etc. Mais enfin bon, c'est une super voiture qui moi m'a fait rêver et en fait ben, on en avait trois autres derrière la Courage, donc je suis d'accord effectivement que c'est Courage plutôt qui a perdu cette course, mais enfin elles sont en embuscade, hein. On a finalement peu d'écart entre toutes les McLaren qui terminent dans le top 5. Il y a Courage. 4 McLaren dans le top 5 et une Courage Proto finalement. Courage et WR, à l'époque, c'est les Français qui perdaient les 24 heures du Mans. Enfin, c'était. Ouais, il y avait de gros espoirs sur ça, hein, c'est vrai que. Mais alors, est-ce que tu. Vas-y, Oui. vas-y, dis-moi. Non, mais je voulais revenir avec toi sur peut-être la diversité des GT aussi, maintenant qu'on a évoqué le fait que, voilà, à l'avant-guerre, c'était pour moi des voitures GT, mais elles n'étaient pas appelées comme ça. Elles étaient appelées soit classées par leur cylindrée, donc 5 litres, 8 litres, Mhm. 3 litres, etc. Mais c'était quand même des Ah, voitures de route 8 qui litres, tu dis allaient. ça comme ça, des 8 litres, ouais. Mais non, mais, Bah oui, non, mais c'était énorme. non, Non, mais mais c'était énorme. tu dis ça comme ça parce qu'aujourd'hui, on est habitué quand même à des moteurs. Quoique, c'est bien, là, on a de la diversité au niveau technique aussi, donc c'est revenu. On a des beaux moteurs, hein, entre guillemets. Hein, mais oui, tu dis ça, genre 8 litres. La Bentley 8 litres, bah oui, quand même. Oui, c'est vrai que c'était impressionnant. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'était des voitures qui, pour moi, étaient GT, mais elles n'ont jamais été appelées comme ça dans la catégorisation. Et puis ensuite, ben, l'après-guerre, on l'a dit, avec Ferrari, avec même Porsche, en fait, hein, qui a beaucoup attendu avant de s'imposer. Ça, on y reviendra aussi, parce que toujours engagé dans des catégories inférieures, donc catégories à l'indice de performance, donc en GT, par transitivité, j'allais dire. Mhm. Mais ensuite, ouais, ces GT, bah, elles ont toujours quand même, enfin, souvent été là, à part ce petit hiatus entre 87 et 91. Ces GT, peut-être qu'on peut revenir sur l'histoire un peu plus moderne, j'allais dire, Geoffroy, avec la variété, la diversité de voitures. Ça, c'est quand même intéressant. Et maintenant, bah, on a des règlements qui font qu'elles se valent. Il n'y a plus une GT qui va dominer. On est vraiment sur une catégorisation avec une balance de performance, etc., qui met chaque constructeur finalement en avant selon les pistes et donc aux 24 heures du Mans aussi. Alors, exactement. En fait, on a cette logique du GT de proposer aux 24 heures du Mans et dans le Wake plus globalement un championnat et des courses où les constructeurs peuvent mettre en avant leurs produits, puisqu'on parle là, on parle clairement de produits. Autant une Porsche 963, ça va être compliqué de l'acheter, quoique on peut bien acheter une Ferrari 490p modificata, donc c'est possible, mais Oui, bon, c'est quand même moins accessible au commun des mortels, vous en conviendrez. Par contre, une Porsche 911, ça reste aussi complexe d'accès en termes financiers, mais enfin, ça reste déjà un peu plus abordable. Et surtout, on peut les trouver, tu peux les trouver chez le concessionnaire Porsche, pas très loin de chez toi. Donc, la catégorie GT est vraiment pensée comme ça, pour pouvoir montrer sur la piste les capacités, ou comment on appelle ça, voilà, la polyvalence, ce que peut faire une voiture d'un constructeur. Les années récentes, on a eu des années où on était un petit peu tombé à peu de variété de châssis. En gros, si on regarde l'histoire, j'ai pris les 15 dernières années en fait, pour être ouais. précis. Je suis allé regarder dans les 15 dernières années les différentes catégorisations. Le dernier grand sommet qu'on ait eu, qui est comparable un peu à cette année, c'est 2010. Alors c'est paradoxal parce que c'est la fin de la séparation entre GT1 Oui, et c'est ça GT2. qui est fou. Mais en fait, c'est la dernière année où on a eu... alors, il y avait au total 26 GT qui étaient engagés entre GT1 et GT2. Mais surtout, on avait 12 types de voitures différentes. Je vais citer des noms comme ça, il y en a, s'ils sont en train de nous écouter pour s'endormir, ça va peut-être les réveiller. On avait des Saline S7R, des Aston Martin DB19, des Ford GT. Pas les récentes, enfin pas celles de 2016, 17, etc. Les vieilles Ford GT de chez Les Mattel. GT1. Ouais, voilà. On avait Lamborghini Murcielago, Chevrolet Corvette C5R. Ça, c'était pour le GT1. Et en GT2, des Porsche 911, évidemment, de type 997. Donc, vous voyez, on commence à remonter un petit peu. Des Ferrari F430, des Corvettes, des BMW 3 GT2, une Jaguar XKR. Ouais, faut pas l'oublier, celle-ci. Ah Une ouais. Spyker C8, même. Et une Aston Martin V8 Vantage. Ça, c'était vraiment au début où, par des initiatives privées, je me souviens de JMW, je me souviens aussi de Drazen Racing,
Ouais. Il y avait l'initiative d'engager des châssis Aston Martin en compétition. Et puis après, David Richards a pris le lead et avec le succès qu'on connaît et avec des engagements officiels. Mais tu vois, 2010, on avait 12 châssis différents et on avait, je te le dis aussi, 4 manufacturiers de pneumatiques différents. On avait Michelin, Dunlop, Hankook et Yokohama. Donc tu vois le truc vraiment là difficile aussi de faire un pronostic Oui. avant le départ de la course. Et on retrouve, j'ai l'impression en tout cas que là, pour 2024, après 2023 qui était l'année la moins avec le moins de diversité sur les 15 dernières années à peu près, hein, puisqu'on avait qu'une seule catégorie, le GTE AM, et on avait que 4 types de voitures. En fait, c'était la fin de l'ère GTE, mais on le savait, c'était comme ça. On avait que des Porsche, Ferrari, Aston et une Mais Corvette. j'allais dire, Bah tu là, sais, moi je trouve que l'ère GTE, en fait, elle a été moins diversifiée aussi, finalement, depuis fin 2019, quoi, parce que oui, beaucoup c'est de ça. constructeurs ont arrêté leurs projets pour se planifier et pour se projeter certainement dans l'hypercar, hein, mais il y avait moins de diversité quand même ces dernières années, quoi. Ah ben si tu veux me lancer là-dessus, pour moi le sommet du GTE c'est 2018 parce que on a les Ferrari, on a les Porsche qui sont des concurrents habituels et même Aston Martin qui sont là tous les ans. Mais en 2018 on avait en plus des Corvettes, on avait les Ford GT, on les a Ouais. pas oubliés et on avait aussi les M8. Alors bon, ça n'a pas été un grand succès l'épopée Elles, on les a BMW oubliées. en GTE. Ouais, mais on n'empêche qu'elles étaient là quoi. Et donc 2000 pour moi 2016, 17, 18 en fait ça correspond avec l'engagement de Ford qui a lancé le programme Ford GT qui était absolument incroyable. Ça correspond aussi quand même à l'engagement de BMW, même s'ils n'ont pas démontré grand-chose, ils étaient là. Aston Martin mettait aussi pas mal de ronds et Ouais. avait toujours un programme entre Pro et AM où il y avait, il y avait vraiment cet effort usine qui était important. Porsche, bah, j'en parle pas. Ferrari, il y a toujours, il y a des années où c'est un peu viré au trophée Ferrari parce qu'il y avait tellement de châssis engagés. Là, c'était pas le cas à l'époque, mais on est monté 2022, on est monté à 12 Ferrari, tu vois. C'est pour te dire voilà, la représentation de la marque italienne. C'est Mais clair. pour moi, cette période-là, ouais, 2016, 17, 18, c'était l'âge d'or du GTE. Et puis bah après, ça s'est calmé parce que c'est un peu comme toujours les mêmes raisons, c'est-à-dire que les constructeurs gagnent et puis bah il faut un petit peu réduire la voilure au niveau financier. Il y a aussi eu la fin du programme Porsche en prototype. Et donc ils ont aussi décidé, je pense, de couper un petit peu les financements côté GT. Enfin voilà, ça s'est calmé, mais là on repart sur un truc qui est assez dingue quand même. Hein. Moi, c'est ce que je me dis, si tu veux, c'est que là, en fait, on était en train d'évoquer des périodes intéressantes, ou en tout cas des points clés 2010 ou 2018, où en fait, tu avais une vraie variété de voitures et tu avais beaucoup de constructeurs engagés, mais c'était sur la fin d'une période. Là, moi, j'ai Oui, vraiment l'impression que c'est un renouveau. On est au début de l'ère LM GT3, qui a déjà fait ses preuves dans d'autres catégories, hein. Je veux dire, les bien GT3, sûr. elles débarquent pas. Mais c'est vraiment une autre approche et c'est un début en fanfare. Et je pense que ces constructeurs-là, ils vont rester de toute façon parce qu'on a ces subterfuges pour les faire finalement coïncider dans cette même catégorie, et tant mieux. Et je crois qu'on est revenu aussi, finalement, hein, si tu me permets, mais aux origines de cette catégorie GT, avec des gentleman drivers qui roulent avec des pilotes plus expérimentés. Moi, j'ai l'impression que c'était ça aussi le GT. Tu vois, dans ma tête, quand on parle de gentleman, tu vois, j'en ai parlé tout à l'heure, bah oui, c'est vrai que c'est un peu le gars qui a envie de se faire plaisir et avec une GT, bah, c'est plus facile de s'adapter, même si c'est qu'à moitié vrai par rapport au pilotage d'une proto. Donc là, on a cette catégorisation pro-AM et avec 9 châssis différents, avec des constructeurs différents, 23 engagés quand même, hein, en LMGTE, donc c'est pas rien. Tu vois, c'est vraiment une nouvelle ère et je trouve que oui, on aborde l'idée en fait un petit peu à l'envers d'habitude. On n'est pas sur le sommet d'une vague, on est au début et ça se lance fortement et j'en suis ravi d'ailleurs. Moi, je suis hyper content de voir ça parce que effectivement, ça me rappelle de bons souvenirs. Enfin, en fait, la diversité que tu peux avoir quand tu es en bord de piste, c'est incroyable parce que là, comme tu dis, il y a 9 types de voitures différentes, donc 23 engagés, mais 9 types de voitures différentes. Donc, dès que tu tournes la tête, tu vois pas ou une Porsche, une Ferrari, quoi. T'as quand Oui, même quasiment autant de chances de voir une Mustang, de voir une Lexus, une Lamborghini ou une BM. Enfin, moi, j'adore parce que là, tu vois, j'aime bien les épisodes historiques comme ça. Parce que pour moi, quand tu me demandais tout à l'heure en intro qu'est-ce que ça signifie le GT, etc., moi, il y a aussi qu'est-ce que ça signifie Le Mans. Et dans ma tête de petit garçon, comme de grand garçon aujourd'hui, j'aime bien ce côté être surpris de ce que tu vois passer. oui, Et ouais, il y a toujours, ok, cette uniformisation, on l'a déjà dit plusieurs fois, du LMP2,
qui me dérange en vrai pas trop, je t'avoue, parce que j'aime bien cette catégorie pour ce qu'elle est. Un peu comme si, bah, je l'ai déjà dit en plus dans un épisode, un peu comme si c'était une Porsche Cup, tu vois. Ce côté monotype finalement apporte d'autres ressorts et d'autres intérêts que purement voir une voiture différente à chaque fois. Par contre, pour le GT et pour les hypercars, bah encore plus. Moi, ça me fait kiffer de voir des voitures différentes, de tourner la tête et de voir une 963, après de voir une Porsche 911, après de voir une 499P et une... Enfin, la diversité qu'on va avoir en 2024, là, ça va vraiment changer pour certains qui sont plus jeunes, les plus jeunes auditeurs et qui n'ont pas connu les années que je viens d'évoquer, par exemple 2010, etc. Là, ça va vraiment apporter une grosse diversité. Si vous étiez au Mans les années récentes, avant le débarquement de toutes les hypercars, tu vois, 2021-22, j'allais dire 2020, mais il n'y avait pas grand monde dans les tribunes. Non. Mais tu vois, 21-22, là, il va y avoir quand même une vraie diversité cette année qui va être incroyable. Enfin, vous allez en prendre plein les yeux, quoi. Et ce qui me plaît aussi, c'est de se dire que en fait, il y a vraiment deux catégories, deux grandes catégories. On a Proto et GT. Alors oui, pour le Mans, on a les LMP2, mais moi, ce qui me plaît aussi finalement dans ce championnat du monde d'endurance de la FIA, c'est qu'on ait vraiment ce retour à l'esprit Le Mans entre les GT, les Proto, et que tout le monde dans chaque catégorie peut jouer la victoire. Et ça, c'est quand même quelque chose, moi, je trouve, qui est assez remarquable parce que on a toujours tendance à parler du côté règlement où on essaye d'aligner les performances de l'un de l'autre. Alors oui, c'est parfois un peu frustrant pour ceux qui ont bien bossé et qui se voient un peu ralentis, mais dans l'esprit, moi je trouve ça génial de se dire qui peut gagner, tu vois, entre une Ferrari, une Ford, je parle de GT, une McLaren, une Corvette, une Lexus, une Lamborghini, enfin, tu vois, c'est vachement ouvert. Ça se joue aussi au pilotage, parce que comme on est dans une catégorie pro-am, je pense qu'il peut y avoir des pilotes qui peuvent se révéler aussi. Bon, pareil pour l'hypercar, mais voilà, moi c'est ça qui me plaît aussi, c'est de me dire qu'il y a vraiment une variété à ce niveau-là, comme tu disais, en termes de modèle, mais aussi en termes de forme de voiture. Tu vois une hypercar, bah oui, c'est une hypercar par rapport à une GT3, ça n'a rien à voir. Alors, j'ai bien conscience qu'on n'est pas sur la Corvette qui va rouler sur la route et que tu mets sur la piste, hein, elle est évidemment préparée, c'est la même préparation quasiment qu'une proto entre guillemets, mais, ouais, mais ça j'aime ça aussi vraiment de se dire que en fait pour les pronostics c'est super difficile parce que tout le monde peut gagner, surtout dans une course de 24 heures où il peut s'en passer des choses, quoi. Après, tu sais, quand tu dis on n'est pas sur une voiture de route qui est coursifiée, c'est vrai, exactement. Mais il y a quand même quelques années, c'était encore le cas. Il y avait vraiment cette approche. Moi, je pense puisqu'on on parle, on a aussi en tête un épisode dédié à l'apport de l'IMSA aux 24 heures du Mans et aux équipes américaines, tu vois. Donc, je fais un lien dans ma tête comme ça, mais moi, je pense à la C5 elle a commencé comme ça, la C5R. Donc, la première apparition, c'est le Mans 2000. Et en gros, General Motors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une C5 de route, ils l'ont filée au département qui venait juste d'être formé de General Motors compétition avec Pratt et Miller. Ils ont dit prenez une C5 de route et voyez ce que vous pouvez faire avec et on verra. Si vous pensez qu'il y a une bonne base pour faire une voiture de course, on fera un truc avec. Bon, ça a plutôt bien marché. Mais ils ont vraiment fait dans ce sens-là. Et même plus loin, ils ont utilisé une voiture de route, fait des modifications en accord avec le règlement. Ils étaient toujours en essai, hein, sans être engagés. Ils faisaient des modifs, ils faisaient rouler la voiture, ils voyaient quelles pièces pétaient sur la voiture de série, et du coup ils demandaient si c'était possible sur la voiture de série de renforcer une pièce pour qu'ils puissent l'utiliser en course. Je sais pas si tu vois le délire, c'est-à-dire qu'ils c'est génial. Ils ont influé. Mais pour moi, c'est ils ont ça, influé sur ils ont influé sur la production en série des voitures pour pas avoir pour respecter le règlement en fait, pour pas avoir à produire des pièces qui sont interdites. Donc en fait, quand tu roules en Corvette C5, t'as des pièces qui ont directement été pensées pour le Mans, quoi. Enfin, moi j'adore, c'est vraiment... Tu sais, moi j'aime bien ces discussions et ces épisodes historiques aussi, et c'est pas pour rien qu'on fait cette émission Endurance Club et ce podcast Endurance Club ensemble. Moi ça me fait penser, tu vois, tout de suite à la Bugatti, qui est venue en 94 par la route. Celle de Michel Hommel, cette qui n'est pas repartie par la route, malheureusement. Non, elle est pas repartie par la route, malheureusement. C'est tellement dommage qu'elle se soit arrêtée dans cette première chicane, dans la ligne droite, là, juste à quelques minutes de la fin de cette épreuve. Mais tu vois, ça m'a fait penser à ça, quoi. Cette Bugatti qui était engagée. Et puis, il y a aussi, et je crois que c'était aussi 94, si je dis pas de bêtises, mais il n'y avait pas les Dodge qui étaient de couleur fluo, etc. Ouais. Les Dodge Viper RT10. Les rent-cars, ouais, je sais plus si c'est 93 ou 94, mais oui, je crois que c'est 94.
Non, mais Ouais, et ok. tu vois, et c'est la même chose. Oui, Pour moi, 94, oui. cette année 94, elle signifie aussi beaucoup à ce sujet-là. Les Venturi, c'est pareil, t'en as parlé. Les Venturi, elles pouvaient aller sur la route aussi. Donc là, on était vraiment dans cet esprit, comme l'a fait Corvette et Pratt Miller par la suite. Mais c'est ça aussi pour moi. Bah, qu'on retrouve plus et bon je sais pas si c'est bien ou si c'est pas Et, bien mais c'était quelque chose qui m'intéressait, tu vois, des Honda NSX, moi je pense que les Honda NSX tu les retrouvais sur la route aussi finalement, voilà, bah, après bah la non, mais course, quoi. t'as tout dit. Et Honda NSX, t'avais les Ferrari F40 aussi, quand même, hein. Faut pas oublier qu'au 24 heures du Mans, on C'est a eu vrai. des F40 au départ. Donc, la F50 n'a jamais été engagée, mais ils avaient ce projet de faire une F50 GT1. Ça a été développé. Ça a été mis en pause, je crois, par Jean Todt, parce que voilà, ils avaient pas envie d'avoir un double programme. Et donc, c'est après que Ferrari s'est lancé en endurance un peu plus avec d'abord la 360 Modena, donc plutôt. C'était du NGT à l'époque, ou du GT. L'équivalent du GT4 aujourd'hui, on va dire. Ouais, je simplifie, mais. Si, c'est ça. Mais en tout cas, ouais, ils ont pas lancé ce programme, mais on a quand même eu des F40 avec la livrée Jacadi, tout ça. Enfin, il y avait des trucs incroyables. Ouais, voilà. Et bah, tu vois, c'est ça pour moi dans ma tête, l'esprit GT qu'on a moins maintenant, parce qu'évidemment qu'on est tous professionnels, enfin que les équipes sont professionnelles, les constructeurs ont gros à jouer là aussi pour l'image, hein, bien sûr, pour, comme tu disais, essayer de se faire repérer et de vendre les voitures. Mais je me dis que ça serait quand même pas mal, hein, de retrouver des GT que l'on retrouve sur la route en course, mais j'ai pas non plus envie de mettre des GT4 aux 24 heures du Mans. Donc, tu vois, je suis un peu partagé. C'est à la fois super quand tu regardes les listes des engagés d'il y a des années, et à la fois tu te dis, bon, bah, soyons réalistes quand même, voilà. Ayons des GT qui sont quand même préparés. Moi qui approche gentiment de la quarantaine, tu vois, je suis le premier à dire que j'adorerais retrouver l'esprit artisanal. En gros, qu'on puisse avoir des Corvettes ou je sais pas, ou des. Je cherche un truc un peu des Pagani, tu vois, Ah oui, des Tommaso, des trucs un peu préparés à la zub, vite fait, tu vois. Et puis le truc artisanal où tu vois l'équipe de 10 mécanos qui sont à peine fringués pareil, ça Isoda serait marrant. Fraschini par exemple, non? Bon. Non, je rigole. Non, 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 non. Non, 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 je critique pas Isota Fraschi. Non, mais tu vois, je veux dire ce côté un peu plus artisanal où on l'avait il y a encore une quinzaine d'années. Hein. Oui. C'est bon, je crois qu'ils ont fermé Swiss Spirit. Je me souviens, ou les Lola de chez Chamberlain. Waouh, c'était quand même vite fait, tu vois. Mais bon, c'était sympa. Mais je me dis, c'est plus possible. Pourquoi? Parce que, bah déjà, comme tu dis, ça s'est professionnalisé. Et deux, il y a aussi un autre truc, et là je vais devenir sérieux, mais tu sais, les vitesses atteintes par les voitures et le niveau aussi devant Ouais. fait que tu peux plus te permettre de balancer des Corvettes avec des mecs, des Américains qui viennent kiffer et faire le Mans sans expérience. Il y a toujours des gentlemen. Alors voilà, il y a des gens qui vont pointer, qui vont trouver dans la liste des engagés de cette année un ou deux gars en se disant, ok, lui c'est un poireau, De en vrai il moins a en pas grand moins. chose à faire là. Ok, De peut-être. moins en moins, parce que tu vois, Voilà, c'est pour se ça, c'est faire ce une que j'allais dire. expérience et pour rouler au Mans, je pense qu'il y a le Road to Le Mans. Tu vois, si vraiment Exactement. dans cet esprit-là, tu as la possibilité quand même maintenant, grâce à la CO, de pouvoir rouler sur le grand circuit. Ok, tu participes pas aux 24 heures du Mans, mais quand même, tu as roulé sur le grand circuit, en GT ou en proto, et il y a moins de différence entre les LMP3 et les LMGT3. Donc, tu vois, c'est peut-être ça aussi la vraie solution maintenant, si tu veux être un pur gentleman driver sans t'entraîner comme un François Perrodo ou comme un Ben Keating, bah voilà, tu as ces possibilités-là. Et regarde, tous les pilotes, enfin, il y a peut-être des exceptions, mais la majorité des pilotes le font, ils respectent les règles, ils font du road tout le Mans comme tu dis, ils font aussi les séances en simulateur qui sont obligatoires avant de pouvoir rouler au Mans, où tu testes en conditions quasi réelles le déploiement d'une safety, d'un full course yellow, enfin, il y a vraiment ce process d'apprentissage qui est énorme, et tu peux plus te dire, je me paye le Mans comme ça pour me faire kiffer. Tu peux le faire, à mon avis, encore sur les 24 heures de Dubaï, tu vois, où tu Oui, te dis ça va être des paysans, on part au milieu du désert, on va trouver une Vortex, je sais pas quoi, ou une KTM X-Bow. Mais Le Mans, c'est plus possible de débarquer comme ça et d'être le roi du pétrole, quoi. Et tant mieux. non. Après, ouais, on y perd peut-être un peu sur le côté artisanal, mais en vrai, et je reviens là-dessus pour reboucler, quand je vois la liste des engagés en GT3 cette année, bah, les gens qui vont être au pesage, ils vont se régaler. Et de voir de près autant de voitures qui sont déjà, les versions de route sont déjà superbes, en version course, enfin, c'est juste fou, quoi. Enfin, moi, j'adore. Ça, C'est ça, clair. ça va être une vraie machine à souvenirs, cette édition. Je pense à des petits ou des moins petits. Tu prends ça en photo, enfin, tu vois, ça te développe ton imaginaire, un truc de dingue, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Bah, il y a eu l'édition du centenaire et là, la 92e édition, je pense que ça va être fou aussi. Ouais. Dès le 7 juin, vous pouvez être sur place au Mans. Je crois qu'il faut pas rater le pesage, effectivement. 7-8 juin, après, il y aura aussi des séances de dédicaces. Il y aura évidemment la parade, bien sûr, le vendredi 14. Enfin, il y a plein de choses qui vont être magiques. Et ouais, je crois que cette édition 2024, c'est pas rien, hein. 24 heures du Mans, 2024. Je pense que ça va vraiment nous offrir de belles choses. On n'aura pas 24 hypercars, malheureusement. On n'aura pas 24 GT3, mais on n'en était pas loin. 23 hypercars et 23 GT3. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Alors juste, petite question, je sais pas si tu veux après qu'on bascule sur notre rubrique classique, Bien c'est quoi sûr. ton actu? Mais j'ai juste un petit trivia comme ça, une petite question pour toi. C'est pas un piège, hein, si tu l'as pas, tu me le dis, mais puisqu'on parle de GT, à ton avis, quel est le championnat dans lequel il y a le plus de constructeurs différents qui sont engagés? Alors, sachant que en WEC, attends, j'essaie de reprendre mes notes quand même vite fait. On est à quoi? On est à 9 constructeurs? 10? 9 Bah du coup, constructeurs? on est au même nombre de constructeurs Ouais, donc qu'au 9. Mans. Je Ouais. dirais, je dirais quand même SRO, le GT World, non? Eh oui, la normale. Ben non, Comment ça, non? ben non. En GT World, tu as 11 voitures différentes, on va Ouais. dire, mais t'as que 10 constructeurs. En fait, t'as des J'aime bien le écuries que cette année. 10. Bah non, mais ouais, c'est vrai. Mais non, mais alors, si je dis pas de bêtises, en fait, cette année, t'as des mecs qui roulent en Lamborghini. T'as entre la Evo, la Huracan et la Huracan Evo. Je crois qu'il y a des équipes qui n'ont pas forcément Oui, Donc en fait, tu as en vrai 10 constructeurs. Donc il y a un ok. championnat où il y a plus de GT. Il y a un championnat où il y a plus de GT. Ouais. Euh, Non, mais je te parle pas d'un truc Ah oui, parce qu'il va me obscur, sortir les hein, un 24 vrai. heures Non, non, series non, ou je non. sais pas quoi. Non, 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 Non? non, non. Oh, putain, les 24 heures séries, j'ai pas vérifié. Mais un autre, un autre. International, Toi. bon bah j'en vois un évidemment. Aux États-Unis, l'IMSA? Eh ben exactement. En IMSA, il y a 11 constructeurs Non mais différents attends, qui sont présents. plus qu'en série SRO GT World? Bah voilà. Non. Ouais. Donc il y a pas Audi là-bas, parce que Audi est chez Cero, mais n'est pas voilà. Et par contre, en plus, ils ont Acura. Donc en Ouais. fait, si je te fais la liste comme ça, on a tout. Je te la fais dans le désordre, de manière totalement personnelle. Lexus, Mercedes, Lamborghini, Porsche, Chevrolet, Aston Martin, Acura, Ford, Ferrari, McLaren et BMW. Waouh. Pas Ça mal, fait hein? rêver quand même. Donc tu vois, il nous manque Acura encore au Mans et Mercedes, bien sûr. Eh oui, Mercedes au Mans, on sait l'histoire évidemment, mais ça serait pas mal. C'est vrai que je crois qu'il y a aussi cette passerelle maintenant qui existe, et ça c'est quand même quelque chose d'intéressant, mais ça bloque peut-être certains constructeurs. J'imagine qu'il y a quand même cette idée pour les constructeurs de venir en GT3 pour ensuite aller en hypercar, ou l'inverse, mais en tout cas cette double présence est importante, donc c'est intéressant à suivre. Bon, Exactement. est-ce Alors, qu'on passe à l'actu alors. notre... Parce que là, on a été long, mais bon, en tout cas, je me suis régalé encore et on aurait pu parler d'encore plein de choses. Donc, sur le hashtag Endurance Club, sur les plateformes d'écoute, sur YouTube, où vous voulez, commentez et partagez avec nous ce que vous auriez voulu entendre différemment. Et on va refaire un épisode, il n'y a pas de problème. On a fait un épisode sur les LMP2, on en fait un épisode sur les GT. Il n'y a pas de raison qu'on fasse pas non plus un épisode sur l'hypercar, sur le LMP1, etc. Donc voilà, ça va être intéressant. On va passer à C'est quoi ton actu quand même, mine de rien, parce que le temps passe vite. Donc, la petite promotion, on va parler de nos sujets, mon cher Geoffroy. Tu vas nous reparler d'une liste ou pas? Euh, ouais, non, je bosse dessus. Non, cette semaine, écoute, alors la semaine dernière, je sais plus si je l'avais dit, mais la semaine dernière, j'avais une double page, enfin même 3 pages dans le programme des 24 heures du Mans. Parce que je dis ça parce que je pense que c'est le genre de numéro qui souvent reste dans les, Ah oui, dans les maisons de la presse. Autant Auto Hebdo sort toutes les semaines, mais je pense que celui qui est le programme. Alors bien sûr, vous aurez le programme aussi au circuit, si vous n'avez pas eu le temps là de vous jeter sur ce numéro-là. Mais en général, ils en laissent un peu parce que c'est un des numéros, à mon avis, les plus vendus de l'année. Donc j'avais un sujet dans l'article, dans l'Auto Hebdo de la semaine dernière. C'était avec Grégoire Saucy, on en avait déjà parlé un petit peu. ah, très sympa, ouais. Et puis bah, cette semaine, écoute, si vous voulez me lire, vous pouvez lire la dernière page de Toy Hebdo. En fait, je fais vers la fin, souvent. Je fais les dernières pages. Mais j'ai fait un petit truc dont j'avais parlé la semaine dernière sur Le Mans 2014, en fait. J'ai écrit un petit truc sur... je te le pitch en 2 secondes. Voilà, écoute. Non, pour dire que c'était il y a 10 ans et que, pour ceux qui n'auraient pas forcément la mémoire de ça, il y a 10 ans, c'était vraiment un truc totalement différent, Le Mans. C'est-à-dire qu'on était encore au début
je vous la fais courte, mais on était au début de l'hybridation. On n'avait que 3 constructeurs qui se battaient devant. Ouais, mais c'était tellement fort. Ah mais non mais en fait au contraire dans l'article je dis que c'était une période dorée, que c'était génial. Pour moi, ça a été mais que c'était très différent d'aujourd'hui. Ah bah ouais, oui, c'est exactement ce que j'écris. Parce que t'avais 3 constructeurs, mais qui avaient 3 technologies différentes, ou en tout cas 3 solutions différentes. Moi, je m'en souviens parce que j'avais eu la chance, grâce à la CO, d'être impliqué pour expliquer avec Fred de C'est pas sorcier, de Fred et Jamie. Mais non. Je te jure, on avait fait une série explicative du règlement, etc. On était allé voir Shell, on était allé voir tous les constructeurs. Donc, je suis allé à Cologne, voir Toyota, je suis allé à Stuttgart, je suis allé également à Ingolstadt. Enfin, c'était voilà, magique. Tu vois, j'en ai la chair de poule quand j'en parle, mais ouais, pour moi, c'était un vrai renouveau. Donc, j'ai hâte de me replonger dans cet article. Je vais foncer, justement, prendre le programme. Donc voilà, ouais, je raconte ça, et le fait que c'était totalement différent, et notamment, par exemple, qu'il n'y avait pas encore eu le Dieselgate, donc que Audi était impliqué, mais après s'est retiré. Enfin, tu vois, bref, juste pour dire qu'en 10 ans, il y a un truc de fou qui est passé, et que ça a bien évolué, quoi. Il y a des archives de ces vidéos avec Fred ou pas? Parce que ça m'intéresse, là. Ah, je pense qu'il doit y en avoir. Ouais, je pense qu'il doit y en avoir. Je vais essayer de retrouver ça. Oh là, je vais aller creuser ça. Ouais, et toi, c'est quoi ton actu, du coup, de cette semaine? Alors, mon actu de cette semaine. Alors, je suis content parce que je suis à la fois endurance et à la fois sprint, hein, vous savez bien, évidemment. Et donc, j'ai la F2, F3 qui a repris la semaine dernière sur le tracé donc d'Imola. Et puis là, ce week-end, c'est Monaco. Isaac Hadjar qui a brillé. Ah, complètement, ouais, il a brûlé ses adversaires, il a brillé, Ouais. non, je sais pas, en tout cas, il a vraiment été au sommet. En F3, c'est Sami Meghetounif qui lui a réussi à s'imposer. Donc, j'en ai eu des Marseillaises le week-end dernier, j'espère en avoir aussi à Monaco, évidemment. Et puis, une soirée spéciale NASCAR, tiens, dimanche soir, sur Automoto La Chaîne, en même temps que les 500 miles d'Indianapolis. Et ben en face, on a une petite soirée bien sympathique sur Automoto La Chaîne, où on a les courses de truck et les courses d'Xfinity commentées par Adrien Pavio et moi, et la course de Charlotte du Coca-Cola 600, donc la course la plus longue de l'année en NASCAR. C'est vraiment le week-end de fou où on a les 500 miles, course la plus longue en Indy, et la course la plus longue en NASCAR, et donc en direct avec Patangeli, Philippe Chéreau. Donc un week-end bien chargé en perspective avec Monaco et donc Charlotte pour Automoto La Chaîne, donc ça va être top. Et puis le podcast de cette semaine avec une skieuse, une skieuse vice-championne du monde de slalom, Christelle Marchal, plus connue sous le nom de Christelle Pascal. Et c'était un plaisir de la rencontrer. Donc l'épisode est sorti, va sortir. Enfin voilà, en tout cas à quelques heures près, ça va être le cas. Et c'était vraiment fou de pouvoir retracer son parcours. Elle a pris récemment un petit relais de la flamme, donc c'était l'occasion, voilà, de faire un clin d'œil à cette skieuse, donc vice-championne du monde en catégorie slalom. Voilà pour l'actu de cette fin de semaine et de ce week-end. Écoute, pense à dormir quand même. Enfin, je te le dis comme ça, ah oui. tu vois, on est entre nous là. Ouais, pense à dormir quand même. Comme ça, peut-être que tu pourras trouver une idée pour le podcast de la semaine prochaine pour nous. Bon, j'en ai déjà eu une idée. Parce que t'en as parlé, tu l'as évoqué. C'est intéressant pour nous, je pense, avant les 24 heures, de faire un peu le parallèle entre les États-Unis et l'Europe et les courses donc, que l'on connaît bien. On va s'intéresser à l'IMSA. Moi, j'avais envie de faire une preview des 3 en revenant un peu sur ce qui s'est passé sur tout le début de saison, avec des victoires assez intéressantes notamment. On va pas spoiler. Non, vous avez suivi de toute façon l'IMSA, mais voilà. En tout cas, épisode spécial IMSA la semaine prochaine, mon cher Geoffroy. Et on va se régaler là aussi. T'as vu, je fais comme si j'étais surpris et que c'était pas préparé. Ah, mais bonne idée, Anthony. Incroyable. Ah bah non, mais ça me va. Des années d'acting que l'on a. Ça me va très. Ouais, en fait, je fais tout ça pour me faire repérer, en fait, pour être acteur. Oui. C'est mon objectif de vie. J'espère que tu vas aller à Cannes en 2030. Je prévois d'aller au Mans avant. Bon, en tout cas, je pense qu'on a été assez complet sur ce sujet du GT. Je t'avoue que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Enfin voilà, j'ai beaucoup d'attraction. J'arrive pas à trouver mes mots ce matin. D'attirance, d'appétence pour le GT. Donc c'était bien cool en tout cas d'avoir fait le tour et voilà.
Bah écoute, super, plaisir partagé en tout cas, on s'est régalé, j'espère que vous aussi en tout cas, dans l'Endurance Club, on est là pour partager notre passion, donc n'hésitez pas, comme on le dit à chaque fois maintenant, à mettre 5 étoiles si vous le pouvez sur les plateformes d'écoute, donc Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Amazon Music aussi je crois, on Oui. se retrouve là, donc voilà, on est un peu partout. Donc voilà, pour faire partie du club de l'Endurance Club, et bien vous le savez, il y a une seule adresse évidemment à retenir. Déjà, c'est Endurance Mag pour lire les articles de Geoffroy. Et puis évidemment, donc, bien l'Endurance Club sur toutes vos plateformes. On se retrouve la semaine prochaine pour un numéro spécial IMSA. On a été voilà, efficace, on a essayé en tout cas, mais historique cette semaine. Et il y en aura d'autres, des épisodes historiques pour se remettre un peu les idées au clair avant cette 92e édition des 24 heures du Mans. On a hâte d'y être. Merci beaucoup Geoffroy. Eh ben, merci à toi, Anthony, et puis à très vite. Et ben voilà, à la semaine prochaine. Donc même lieu, pas même heure spécialement, mais en tout cas même lieu, plateforme de podcast et YouTube sur la chaîne YouTube Endurance Mag pour la suite des aventures de l'Endurance Club. Salut à tous.